une partie du problème est chez nous. On sait tous, et nous y compris, et certainement les premiers, laissés piéger par le dispositif de la politique de la ville. Tout à l'heure, il y a une dame en fin de matinée qui est intervenue là-dessus, a dit je peux me permettre d'en parler parce que j'ai plus de 50 ans, comme moi aussi je peux me permettre d'en parler. On s'est tous laissés piéger par le fait que l'on mette en place une politique qui petit à petit est devenue une politique spécifique. Et moi personnellement, j'aurais été à la place du feu l'ami, j'aurais plutôt coupé la politique de la ville plutôt que de nous remettre en place un truc qui fait qu'on va reconstruire des tuyaux à côté des tuyaux. Donc on est conscient. Alors pour ça on se soigne. Donc on a mis en place des formations, on a noué un partenariat avec l'université, on essaye tant bien que mal de traiter ces questions-là. Et après il y a un troisième point, c'est la nécessité de prendre en compte pour nous les collectifs et les associations qui existent, qui sont sur les territoires, et d'avoir d'autres formes de relations avec elles que celles liées simplement par la mise en œuvre du dispositif. Et moi, dans les pistes, tout à l'heure Jean-Paul a parlé d'espace, il faut absolument que sur nos territoires, on arrive à trouver des espaces de travail et de collaboration qui sont hors des tuyaux. Après, je ne vous dis pas que tous les professionnels s'autoriseront à pouvoir y participer. Tu vois, il faut être conscient qu'au jour d'aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, aujourd'hui, les politiques de la ville, les agents de politique de la ville ont été complètement institutionnalisés. Il y a quelques années, on avait des missions multiples, etc. Aujourd'hui, on est complètement inféodé à nos employeurs. Et on est dans ce cadre-là. Après, il y en a certains qui s'autorisent ou qui ne s'autorisent pas selon leur expérience, leur vie personnelle, leur militantisme associatif ou politique en dehors de leur boulot, etc. etc. Mais après, c'est comme ça. Mais moi, il me semble qu'il faut que l'on arrive à trouver et qu'on arrête de sortir du piège où on pose des appels à projets, les associations, je suis conscient que tout le monde mange, qu'on ait des subventions, etc., etc. Mais le dispositif nous a mis dans ce piège-là. Il faut qu'on arrive à trouver, entre nous, la façon dont on sort du piège de ce dispositif. Après, qu'est-ce que... Donc voilà, après, ça c'est titre personnel, il me semble pour moi que ce que je retiendrai de la journée à chaud, la phrase la plus importante pour moi, elle a été marquée quelque part dans les diaporamas. Pour moi, c'était créons les élus de demain. Et ça pourrait être quand même quelque chose qu'on se réapproprie et que l'on voit et que l'on travaille ensemble. Non, pardon, excusez-moi. Moi, je ne suis pas d'accord et après, je ne veux pas défendre le corporation, je ne suis pas là, je ne suis pas responsable d'un syndicat, c'est une association de personnes qui ont adhéré individuellement, ce n'est pas leur employeur qui paye leurs cotisations, c'est eux individuellement qui ont décidé de se rassembler, etc. Et ça, je vous garantis, et on l'a dit, et on le mesure chaque fois, et je ne suis pas en train de porter la voix uniquement des professionnels des collectivités territoriales, ou des professionnels proches. Ce que nous constatons en permanence, c'est qu'il y a des tas de professionnels qui partagent ça. Depuis quelques années sur la région, on fait le tour. Le problème, c'est qu'on a les mêmes difficultés
que les associations qui mènent des actions individuelles quelque part sur le terrain, les mêmes difficultés que viennent de souligner Olivier, Noël dans la solitude, on est chacun les uns à côté des autres. Et on a l'impression les uns et les autres qu'on partage. Moi, je suis convaincu qu'il y a plus de monde que ce que l'on croit qui partagent ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas su encore trouver les formes pour le travailler, le faire monter en puissance, le médiatiser, l'opposer à l'autre clan, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut que l'on arrive à construire. Bénédicte. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis l'ancienne directrice de donc centre de ressources politiques de la ville. Donc, je suis aussi professionnelle de la politique de la ville. Centre de ressources politiques de la ville en Seine-Saint-Denis. C'est le seul territoire, le plus beau, le plus grand, puisque c'est plus de nationalités qu'à l'ONU, représentées en Seine-Saint-Denis, quand même. C'est exceptionnel. Voilà. Deuxième chose, c'est j'étais aussi co-présidente d'un des groupes de travail sur la refondation des politiques d'intégration, celui sur l'accès au droit et à la protection sociale. Alors, deux, trois choses que j'avais envie de dire à l'issue de cette journée. D'une part, j'ai été très intéressée et marquée par un certain nombre de propos qui ont été entendus, notamment sur le fait qu'on s'ampute des compétences des habitants du quartier, quand même. Ça me paraît vraiment une dimension très importante. Entendre aussi dire par le collectif du Blanc-Ménil, la laïcité, c'est la séparation de la mère et de l'enfant. C'est des propos excessivement lourds, quand on sait à quel point la question du placement des enfants est quelque chose qui inquiète les habitants dans les quartiers. Et là, à nouveau, c'est le sentiment, effectivement, qu'on sépare la mère de l'enfant. Et puis aussi beaucoup d'autres propos sur le fait qu'on prend beaucoup de décisions dans la politique de la ville pour les habitants du quartier. Et très certainement, les politiques publiques, d'une manière générale, ont évolué d'une telle manière, et pas seulement la politique de la ville, mais l'ensemble des politiques publiques, vers une infantilisation des habitants des quartiers populaires, voire vers une culpabilisation, puisque finalement, ils sont responsables des pas travailler, ils sont responsables de la délinquance de leurs enfants, ils sont responsables de l'échec scolaire de leurs enfants, ils sont responsables de la dégradation des logements, et ainsi de suite. Et là, non seulement ce sont des mots, ça se traduit même dans un certain nombre de lois qui ont émaillé les dernières années, notamment la politique de la ville, au lendemain des révoltes sociales de 2005, la loi de 2006 qui a été à l'origine de la création de l'accès, par exemple. Il y avait quand même des mesures pour punir les parents dont les gamins pouvaient être absents à l'école et un certain nombre de choses comme ça. Donc, ce n'est pas seulement des mots, ça s'est aussi traduit dans la loi. Alors, comment dans ces conditions on peut arriver à faire un nous inclusif? Alors, j'avais envie de dire deux, trois choses. Premièrement, les valeurs républicaines ne sont pas un acquis. Voilà. Les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, et ça s'arrête là. Désolé. Ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qui est en construction permanente. Ou alors, qu'est-ce que signifie liberté, égalité? Alors qu'on voit bien que l'ensemble des situations, que les inégalités n'arrêtent pas de progresser dans ce pays. Et je donnerai par rapport à ça un exemple, c'est le dernier rapport du siècle. Alors, c'est pas un rapport du siècle, c'est un rapport du siècle du comité interministériel. On peut l'espérer en tout cas, ce ne sont pas un rapport du siècle. Ah oui, parce que ça serait... Voilà, mais le rapport du comité interministériel pour l'égalité et la citoyenneté, qui est quand même beaucoup aux manettes de la politique de la ville aujourd'hui, qui va peser lourd dans les orientations de la politique de la ville. Il est quand même frappant de voir à quel point on stigmatise les quartiers, tout en affirmant que ça ne s'adresse pas qu'aux habitants des quartiers, mais de fait, la description c'est vraiment la description qu'on trouve dans tous les médias sur les quartiers populaires de la politique de la ville. Il y a le poids des mots qui est excessivement lourd. La laïcité, cœur battant de la République. Voilà. Le français, langue commune. Comme s'il n'y avait pas d'autres langues même qui avaient construit la France depuis des centaines et des centaines d'années. Et puis surtout,
Dans ce rapport sur les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, vous avez 0 fois le mot fraternité, 0 fois, mais 38 fois le mot laïcité. Si ce n'est pas obsessionnel, je me demande ce que c'est. Dans ces conditions, comment construire le mouvement inclusif? On a parlé de la confiance dans la dernière table ronde, la confiance des habitants dans les politiques publiques, confiance qu'ils peuvent avoir un rôle. Et il me semble que, comme la confiance, c'est quelque chose qui se construit, qui n'est jamais acquis, les valeurs de la République, pour moi, c'est la même chose. C'est vrai que ça demande de l'énergie, je sais plus qui a dit ça ce matin, mais pour moi, c'est fondamental. Les valeurs de la République, c'est quelque chose qui se construit en permanence. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, puisqu'on en a beaucoup parlé, c'est les fameux conseils citoyens. Les fameux conseils citoyens. Alors, c'est vrai que le rapport, je faisais partie de la commission Change-Baquet, c'est vrai que le rapport préconisait des tables de quartier. Les tables de quartier, on part des dynamiques citoyennes, on se mobilise quand quelque chose nous concerne, on ne se mobilise pas à vie, on se mobilise pour des combats précis sur lesquels on sait, sur lesquels on se bat, et sur d'autres. Et puis il y en a d'autres où on ne se battra pas parce que ça ne nous concerne pas. On est tous fait pareil, que je sache, nous semble-t-il. Ça s'est transformé en conseil citoyen obligatoire. Encadré, obligatoire. Alors, que dire? Moi, je pense que les conseils citoyens, c'est une petite porte qui s'en retrouve. Et je pense qu'il faut mettre le pied dans la porte et la forcer à s'ouvrir davantage. C'est tout j'allais dire, la bagarre qui va exister entre la bagarre. C'est les rapports de lutte, les combats, je ne sais plus quel mot faut employer, entre les habitants et les élus. Et là, il faut effectivement construire des alliances pour arriver à ouvrir la porte la plus large possible. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Et là, je pense que les professionnels de la politique de la ville ont vraiment un rôle à jouer. À la fois pour garantir l'autonomie des conseils citoyens. Aujourd'hui, on le voit, alors je fais partie du comité national de suivi des conseils citoyens, au titre de Passe-en-nous, parce que je suis aussi membre de Passe-en-nous, et on est frappé de voir, on fait une veille systématique de ce qui se passe, on est frappé quand même de voir, première injure en termes de quartier, c'est beaucoup plus ne dire que sur les listes électorales, quand même, ça fait réfléchir. Deuxièmement, on voit que le nombre de membres du Conseil citoyen est décidé par les élus, par la ville, alors qu'on parle de l'autonomie des conseils citoyens. Et pourquoi un conseil citoyen ne pourrait pas fonctionner, table ouverte, table de consultation, de quartier? La table, c'est quand même un beau lieu, c'est à la fois un lieu de travail et un lieu où on partage le repas ensemble. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas fonctionner en table ouverte, à 150, au nombre qu'ils veulent, créer des commissions, qu'ils s'organisent eux-mêmes. Et là, je pense que vraiment les professionnels de la politique de la ville ont un rôle à jouer pour aider à la construction de l'autonomie. Ils ont aussi un rôle à jouer, à mon avis, sur, et là, je viens d'en parler, des appels à projets. Il me semble qu'il faut absolument que les professionnels inversent cette procédure. Comment être dans la co-construction des contrats de ville et en même temps dans la mise en concurrence de tous ceux qui interviennent sur le quartier par l'appel à projet. L'appel à projet, ce n'est qu'un appel d'offres pour les pauvres. La politique de la ville a existé sans appel à projet. Ça a existé, donc voilà. Il faut revenir à ces valeurs-là. Alors c'est vrai que c'est pas simple, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, les professionnels, ils ont aussi, il y a eu une institutionnalisation, ils ont été intégrés dans les appareils, dans les administrations municipales, donc ils ont la même posture. Mais en tout cas, ça existait sans appel à projet, la politique de la ville. Souvent, on nous dit, mais oui, mais s'il n'y a pas d'appel à projet, les associations vont attendre leur subvention. Alors, je vous garantis, on vient de faire, au niveau de Passe-en-nous, on vient de faire un courrier à la ministre. Il y a plein d'associations qui ne savent absolument pas sur le territoire quelles seront les réponses qui seront données à leur demande de subvention. On est fin mai, le temps que ça se... Alors, les arguments sont multiples, hein, le contrat de Bassignon ne peut pas vous répondre, on ne sait pas quelle est notre enveloppe, enfin voilà, on sait que les réponses sont multiples, mais là, je pense que là aussi,
les professionnels ont un rôle vraiment fondamental pour construire la confiance, pour redonner confiance aux habitants que oui, c'est possible. Aujourd'hui, le ministère disait hier 47 conseils citoyens en France, sur 1300 quartiers, 47 conseils citoyens, qui n'ont même pas participé à la co-construction du contrat, mais au moins 47 qui seraient déclarés officiellement. Sur 1300 quartiers, c'est pas tout. Dernier point que je voulais dire pour le plateau, c'est à partir du rapport que j'ai présenté, on disait en introduction de ce rapport, et ça rejoint complètement la problématique d'aujourd'hui, pour les politiques d'intégration, ne pas demander des droits spécifiques. Souvent, on demande des droits spécifiques pour telle catégorie. Et de fait, ces droits spécifiques enferment. Ce que tu disais tout à l'heure sur la politique de la vie, quelque part, est-ce qu'elle n'a pas enfermé dans le pratique? Non, ce qu'on demande, c'est que le droit commun, celui qui s'applique à tous, soit réellement adapté aux besoins des publics, ce qui est une démarche radicalement différente, plutôt que de créer des dispositifs particuliers pour certaines catégories de personnes. Voilà, merci. Il y a énormément de communication, il faut rassurer les gens, il faut arriver à faire changer les mentalités. C'est quand même un gros changement en France, par rapport aux pays anglo-saxons qui ont plus cette habitude. Donc c'est un travail de long terme. Les conseils citoyens, c'est un premier jalon. À mon sens, il faut mettre le pied dans la porte, comme vous avez dit. Il faut arriver à faire en sorte qu'on puisse ensuite ouvrir peut-être à d'autres habitants. Mais ce que je voulais quand même dire aujourd'hui, c'est que les professionnels réfléchissent, essayent de s'emparer de la chose, essayent de faire en sorte qu'elle soit réalisable. Il y a des petites communes qui sont rentrées en politique de la ville, qui ont déjà créé des conseils citoyens. Je voudrais citer Bédarieux qui a pris le taureau par les cornes et qui a 32 membres du conseil citoyen, qui a déjà réfléchi au contrat de ville. Enfin, c'est quelque chose de... Il y a des dynamiques très fortes qui se passent chez nous. C'est pas partout comme ça. Alès a commencé par faire des cafés citoyens pour réfléchir avant de construire des conseils citoyens. C'est une démarche aussi intéressante. La difficulté qu'ils ont, les professionnels, c'est qu'ils sont censés ne pas créer le conseil citoyen eux-mêmes, parce que c'est une démarche qui doit être ascendante, mais il faut qu'ils insufflent la démarche ascendante. Donc c'est un peu compliqué quand même comme posture à tenir. Mais je pense qu'il y a des frottements de cette première année, et moi ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on arrive à effectivement voir plus loin, se rassurer les uns les autres, essayer d'avancer. Parce que si on commence à dire que c'est pas possible de travailler ensemble, il y avait un texte, évidemment je ne suis pas tombée sur la bonne diapo, mais il y avait une diapo qui disait qu'il faut qu'on travaille à l'échelle du territoire, entre forces du territoire. Et je pense que ça c'est fondamental. Donc donnons-nous du temps, les espaces de dialogue, effectivement pour moi aussi, comme Gérard, je pense que c'est ce qui est à retenir aussi de la journée, à l'échelle locale et peut-être aussi à l'échelle régionale. Donc, qui va pouvoir porter ces espaces de dialogue à l'échelle régionale, comme on a fait aujourd'hui, comme on avait nous initié le 18 novembre avec Jean-Paul Carrère sur le centre de ressources politiques de la ville pour essayer d'initier de co-construire une journée sur les conseils citoyens, enfin sur la participation citoyenne, c'est pas sur les conseils citoyens. C'est quelque chose qui avait été apprécié, je crois. Donc l'université a repris de façon bien plus ample et riche ce premier tout petit pas. Mais je pense qu'il est quand même important qu'on arrive à continuer ces espaces de dialogue, peut-être en faisant venir des témoins d'autres territoires qui ont bien fonctionné. Donc peut-être voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre différemment, comment est-ce qu'on peut avoir des dynamiques qui nous inspirent en région Languedoc-Roussillon. Donc le territoire Languedoc-Roussillon est difficile peut-être, mais n'empêche que je crois qu'on est un des seuls territoires à avoir eu des réunions régionales comme celle-ci, donc on peut aussi dire qu'on avance. Voilà. Oui. Non. Oui, je suis Marc Valette, chargé de développement de l'intérêt réseau DSU. Donc, je suis comme Gérard un peu dans mes petits souliers parce qu'on était sous les feux des projecteurs
ce matin, comme ceux qui confisquent la parole et qui décident à l'extérieur des habitants, donc poète. Et on a bien conscience de cette évolution générale, mais je retiens quand même avec une certaine satisfaction les mamans de Blanc-Mesnil qui disaient que quand même elles se sont appuyées sur des professionnels qui avaient une intelligence du contexte local, de la stratégie locale, pour faire en sorte que, pas que les obstacles soient complètement aplanis, mais de les aider à avoir cette vision des difficultés, hein, pour peut-être leur permettre d'avancer plus vite. Et je crois que moi j'y crois complètement, et je pense que les professionnels qui sont engagés dans les réseaux régionaux, comme ici à Réciprocité, ou dans l'interréseau au niveau national, on est la petite partie peut-être des professionnels qui croient à ça, qui croient à ces postures-là, qui sont de plus en plus complexes peut-être, donc qui demandent à être malins, peut-être plus surdoués, c'est toi qui parlais des sous-doués et des surdoués, donc être plutôt dans la catégorie des surdoués, et pour le coup faire des alliances comme celle qui est aujourd'hui en émergence, quoi, avec toutes les forces vives. Et c'est vrai qu'un territoire régional, un territoire départemental, ça a du sens quand on prend sur une alliance. Ce que je voulais juste dire, c'est une illustration sur un des projets qu'on mène un peu, parce que l'interréseau, c'est aussi une volonté de montrer aux professionnels qui veulent prendre du recul, réfléchir un peu et trouver des voies, des lignes de perspective dans ce contexte de plus en plus contraint. Il nous semble qu'il y a des démarches de laboratoire qui peuvent donner à voir, qui peuvent permettre quand même de ne pas être dans un fatalisme terrible. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le fatalisme, hein, on dresse des pistes. Depuis 5 ans, on travaille avec tout un tas de collègues des centres sociaux, ATD Carmont, des parents d'élèves au niveau national et au niveau local, sur une expérimentation dont l'objet c'était de voir à quelles conditions on pouvait associer les parents dans la réussite de leurs gamins. Et l'origine de ça, c'est tout simplement des collègues qui travaillaient sur la réussite éducative et qui voyaient le risque d'y bosser sans les familles, sans les habitants. Et ils se sont dit, non, c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire, on va travailler pour les gens en dehors d'eux, non, il n'y a pas moyen. Et donc, d'où l'origine de ce projet, qui finalement a pris une grande dimension nationale, puisqu'on a trouvé des bonnes alliances avec ATD, je disais, les centres sociaux, les parents d'élèves FCPE. Et puis cette démarche s'est démultipliée en 20 expérimentations locales. Donc je vous passe le détail parce que ça a été très riche. Juste un truc tout bête. Ça a été dit par je ne sais plus qui ce matin, ou cet après-midi. Il ne faut pas se poser évidemment 36 fois la question à quel moment on va associer les habitants. On s'est dit, on travaille tout de suite avec les habitants, on les met dans la boucle. Et sur chaque territoire, les habitants étaient présents dès le début, les parents. Ça, c'est un premier truc. On a appris des choses un peu subtiles, en particulier avec ATD Carmont. On a beaucoup parlé des coformations. Moi, j'ai vécu une coformation, c'était vraiment un choc. De vivre 4 jours, alors c'est effectivement très exigeant, mais en face à face avec des militants d'ATD, voire des parents, pour apprendre à déconstruire les visions fausses qu'on a de l'autre. Et on s'est bien rendu compte que de faire ça, c'est une condition pour avancer. Si on n'arrive pas à faire ça, à déconstruire la vision qui est toujours fausse du mauvais parent, du mauvais enseignant, etc., on n'y arrive pas. Donc il faut passer par là. Et ensuite, on peut parler du diagnostic, c'est quoi le vrai problème, on peut parler du projet, comment on va s'y prendre. Évidemment les coformations, aussi des choses un peu sioux, mais qui ne sont pas très originales, mais de dire il faut absolument équilibrer le rapport. Les techniciens, ils sont toujours les plus forts dans les réunions. Ils ont la parole, ils ont le jargon et ils ne laissent pas la place. Donc comment on trouve les moyens de rééquilibrer cette parole? Et donc là, par exemple, on a inventé, enfin c'est pas nouveau, mais des groupes de pairs, c'est-à-dire de faire en sorte que les parents sur chaque territoire puissent travailler entre eux et sans même l'animation d'un professionnel. Et qu'un point de vue des parents puisse se constituer collectivement et que c'est cette condition-là qui permet ensuite de croiser les points de vue et de rencontrer les différents acteurs. Et puis, plein d'autres choses. Un enseignement qui est fort sur ce projet, c'est quand même, et je pense que ça peut nourrir la réflexion d'aujourd'hui, c'est que quand sur un territoire, avec un appui d'un projet national comme celui-là, vous avez des associations qui apprennent à bosser ensemble. Donc on a vraiment là des collectifs d'associations qui se disent on a envie de s'y coller ensemble.
quand on a un centre social qui est le support de ça, avec une vraie dynamique, quand on a des militants d'ATD Quart Monde qui apportent leur savoir-faire, quand on a des postures de professionnels qui sont un peu en retrait, un peu modestes, mais qui ont un peu la vision stratégique pour faire avancer le zinzin, quand ça crée une dynamique de projet, ça s'impose à tout le monde. Et les politiques ils disent « mais c'est super ce que vous faites, on est obligé de vous soutenir, on va vous soutenir ». Donc ça c'est dans le meilleur des cas, quand il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Quand il y a du conflit, ça peut aussi réussir parce que ça s'impose au contexte local. Donc c'est ça que je voulais dire. Et juste un mot peut-être pour les étudiants qui sont là, enfin ne perdez jamais espoir. Je dirais l'avenir n'est pas écrit. Nous, la conviction qu'on a à l'Interréseau, c'est que même dans des systèmes difficiles, contraints, il y a toujours une marge de manœuvre. On peut toujours ouvrir une piste. Hein, c'est jamais complètement fini. Et ça suppose des choses concrètes comme du réseau de professionnels. Ça suppose des alliances, comme elles sont en train de se tisser là aujourd'hui au niveau régional. Ça peut être des alliances au niveau national, comme je l'évoquais sur le projet. Ça peut être des alliances sur un territoire concret. Voilà. C'est important de la notion éthique, la notion des postures, et puis je dirais pas perdre la foi, quoi, tout simplement.